Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, cet après-midi, ici même à Bassin-la-Bouche et Canal Austral pour parler dans cette émission Zigzag, émission politique, émission culturelle, mais la politique fait partie de la culture. On va parler un petit peu politique puisque on a le plaisir d'avoir avec nous Monsieur André Rouget, qui est député européen et spécialiste de l'outre-mer. Bonjour Monsieur Rouget. Bonjour Monsieur Coinda et merci de me recevoir dans cet endroit magnifique, magique dirais-je. Que vous connaissez bien. Et que je connais, c'est pour ça que je suis revenu. Oui. Et bonjour à la Réunion et bonjour à tous les Réunionnais. Voilà. Alors on va te situer un petit peu pour les Réunionnais qui ne te connaissent pas. Enfin excuse-moi, nous tu vois tout le monde ici, désolé, Bon, qui ne vous connaît pas. Bons. Et vous êtes député européen, vous êtes siégé à la commission du développement régional, en tout cas dans tout ce qui est ultra périphérique pour l'Europe, dans le siège qui est présidé par Younous Omarjee, qui est le Réunionnais ici. Et si vous êtes à La Réunion aujourd'hui, c'est parce que vous êtes déclaré officiellement porte-parole de Marine Le Pen. Voilà. Alors, bien sûr, ma question première serait de vous dire quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes ici à La Réunion, mais je n'en doute pas. Écoutez, les raisons, elles sont très simples, elles sont évidentes. Marine Le Pen prévoit de venir prochainement à La Réunion, soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine, plutôt en début d'année prochaine vraisemblablement. Et écoutez, je suis venu voir les choses. Je suis arrivé, d'abord j'arrive de Mayotte. Et je suis arrivé à La Réunion mercredi soir, et depuis mercredi soir, écoutez, j'ai mis en place un comité de soutien à la candidature de Marine Le Pen à Saint-Pierre, et puis j'ai rencontré pas mal d'élus, j'ai rencontré des chefs d'entreprise, j'ai rencontré des agriculteurs, qui m'ont d'ailleurs fait part du problème que rencontre la Cannes à l'heure actuelle. Et ça tombe bien, comme je suis député européen, parce qu'il faut être un peu vigilant à ce qui se passe à Bruxelles, puisque Bruxelles a aboli les quotas sucriers. Sur la Cannes. Sur la Cannes. Notamment. Sur la Cannes. Donc il faut que tous les acteurs locaux de la Cannes se mettent autour d'une table, se mettent d'accord pour éviter l'arrivée sur le marché réunionnais, le marché français, de producteurs de pays tiers qui viendraient les concurrencer. Bien sûr, alors moi, je vais être vigilant à Bruxelles et je vais être vigilant doublement parce que l'expérience m'a appris qu'il faut l'être. Vous savez, on a le sentiment que Bruxelles, l'Union européenne, c'est un peu comme le Père Noël, ça déverse les fonds, etc. Et dans la réalité, j'ai constaté qu'il faut vraiment batailler parce que l'Union européenne, c'est pas évident qu'elle ait vraiment un intérêt à défendre l'outre-mer. D'ailleurs, on sait bien que l'ultramarin n'est pas vraiment... Je l'ai constaté une première fois au moment de la reconduction du fonds POSEI, puisqu'il a vraiment fallu batailler et qu'on a obtenu un accord, ce qui est un peu en trompe-l'œil, puisque c'est un accord qui a fait en sorte que le POSEI soit maintenu, mais en prenant dans la poche de la politique agricole commune destinée aux agriculteurs français de métropole. Donc l'Union européenne n'a pas rien donné pour l'outre-mer. Deuxième chose, le FEDER. Le FEDER, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Mais le FEDER a bien donné à La Réunion. Quand on regarde un petit peu les investissements, notamment routiers... Laisse-moi causer, mi va dire à où. Le FEDER, extrêmement important. Et donc, les crédits sont discutés et votés dans la commission à laquelle j'appartiens, la commission du développement régional, Régie, présidée par Younous Omarjee. Et les fonds sont renouvelés tous les 5 ans. Donc le budget est voté tous les 5 ans. Un budget de combien ? Et nous l'avons voté là à peu près avant l'été. Et alors Younous Omarjee, en tant que président de commission, a participé pour partie à la négociation. Et en fait, le budget du FEDER est passé pour les 5 dernières années, donc 2016-2021, il était à 4 milliards
300 millions de mémoire à peu près. Et c'est passé pour les 5 prochaines années, 2022-2027, à 1,5 milliard seulement. Ce qui veut dire que si on attendait... C'est une baisse quand même importante. Ce qui veut dire que si on attend l'argent du FEDER pour finir notre nouvelle route du littoral, c'est cuit, c'est fini. Puisque d'ailleurs le FEDER... La route du littoral, d'après ce que j'ai compris, elle coûte beaucoup plus cher que le budget du FEDER. Voilà, mais le FEDER a donné beaucoup d'argent à cette route-là, non pas seulement à la nouvelle route du littoral, mais aussi à la route des Tamarins. Beaucoup de routes ici à La Réunion. Oui, d'accord, imaginons... Ce que je viens de vous dire, Monsieur Cointat, c'est que le FEDER est passé de 4 milliards 300 millions d'euros, ce qui est important, 1,8 milliard à 1,5 milliard pour la Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, les Açores, les îles Canaries et l'île Madère. Donc, la Réunion est bien dotée. Et tout ça au profit de qui? Au profit du poste budgétaire des migrants qui vont toucher 11 milliards 300 millions on va en revenir parce qu'on 11 milliards 300 millions, c'est la moitié, la moitié de la dotation de la France à l'Union européenne chaque année. Parce qu'on va passer tout de suite dans vraiment le vif du sujet, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles vous êtes ici, c'est-à-dire pour soutenir la candidature de Marine Le Pen ici à La Réunion. Vous êtes, depuis quelques jours, vous avez sillonné un petit peu les villes ici, vous avez fait un petit peu un aperçu de ce que pourrait être la candidature de Marine Le Pen ici. Comment vous voyez les Réunionnais? Ils sont pro-Marine Le Pen ou bien pas trop pro-Marine Le Pen? Comment ils sont de gauche, de droite, du centre? Ils sont de l'extrême droite? Les Réunionnais, j'ai l'impression qu'ils sont de France, ni droite ni gauche. Non, je parle là d'un point de vue ils sont ni de droite ni de gauche, ils sont de France. Et puis les Réunionnais, ils sont comme tous les autres Français, qu'ils soient de départements, de régions, de collectivités, de pays ou de territoires d'outre-mer ou de métropole. Les Réunionnais, ils en ont marre. Ils en ont marre de vivre sous le seuil de pauvreté. Ils en ont marre de ne pas avoir de boulot. Et ils en ont marre que le président de la République, Emmanuel Macron, ne s'intéresse pas à l'outre-mer. Ils en ont marre que le ministre de l'outre-mer soit plus un ministre de la Normandie qu'un ministre de l'outre-mer, parce qu'il est venu seulement 2 fois, me semble-t-il, à La Réunion. Moi, je reviens de Mayotte. Il a attendu 15 mois avant de venir à Mayotte. Un ministre de l'outre-mer, normalement, ça fait le tour de tout l'outre-mer au bout de 15 jours, pas au bout de 15 mois. Simplement, Monsieur Lecornu, il était un peu occupé par ses élections sénatoriales, ses élections départementales, et maintenant, je viens de lire dans le Figaro d'aujourd'hui qu'il s'occupe de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Donc je ne pense pas que vous soyez prêt de le revoir. Donc dans la campagne, dans le programme de Marine Le Pen, pour l'outre-mer bien sûr, puisqu'on est dans l'outre-mer ici, il y a une grande part de proximité dans les personnes qui vont s'occuper de l'outre-mer de l'autre côté, dans l'Hexagone. Marine Le Pen, depuis le retrait de la vie politique de Jacques Chirac, je pense qu'elle est la seule personnalité politique d'envergure nationale à avoir un véritable intérêt pour l'outre-mer. C'est la seule personnalité politique d'envergure nationale à ne pas attendre les élections pour s'intéresser à l'outre-mer. Elle en parle toute l'année, que ce soit à l'Assemblée nationale. Elle a même déposé des questions écrites ou des propositions de loi. Pas pour la Réunion, c'est vrai, mais pour Mayotte, pour les Antilles. Et ça, c'est toute l'année. Dès qu'elle a l'occasion, dans les médias nationaux, elle parle de l'outre-mer, elle attire l'attention. Pourquoi? Parce que, comme Jacques Chirac, elle a une vraie passion pour l'outre-mer, elle aime l'outre-mer, elle est consciente que l'outre-mer est un vrai intérêt pour notre pays, surtout dans le cadre de la redistribution des cartes géopolitiques, géostratégiques, et que l'outre-mer est une chance pour la France, ce n'est pas qu'un slogan d'incantation, c'est une réalité. Et donc c'est la raison pour laquelle, quand elle viendra en fin d'année ou en début d'année prochaine, elle présentera son programme qui, je pense, sera un programme un peu électrochoc. Elle est déclarée officiellement actuellement à la présidence de la France. Elle est présidentiable actuellement. Et elle commence... Elle est présidentiable, elle sera présidente de la République. Alors on va arriver un petit peu vraiment dans ce vif du sujet. Il y a plusieurs personnes là actuellement qui se sont présentées. Bon, bien sûr,
sûr, il y aura forcément M. Macron qui est là. Il y a M. Zemmour qui ne s'est pas encore déclaré, mais qui va le faire, je suppose, très prochainement. Il a dit le 15. Bon, il avait dit le 6, mais maintenant, c'est le 15. On ne sait pas encore. Marine Le Pen qui s'est déclarée officiellement. Il y a Anne Hidalgo qui est le maire de Paris qui sait officiellement. Il y a encore d'autres candidats. Les sondages actuellement mettent... on est à 6 mois des sondages aussi. Il faut peut-être prendre, pas de façon définitive, mettre M. Macron en premier, Marine Le Pen avec Zemmour presque ensemble actuellement. N'est-ce pas là une stratégie pour faire en sorte qu'au deuxième tour, forcément, vous voyez bien entendu Marine Le Pen au deuxième tour, hein? Bien évidemment. Bien évidemment, sinon vous ne serez pas là. Éventuellement, Marine Le Pen au deuxième tour. Hein. Marine Le Pen, s'il est au deuxième tour, forcément, Éric Zemmour ne le serait pas. Est-ce que vous pensez avoir un deuxième tour avec Zemmour et Marine Le Pen? Vous avez très justement rappelé un élément dans votre présentation, c'est que pour l'instant, Éric Zemmour n'est pas déclaré. Mais il le sera. Vous croyez qu'il a sillonné toute la France pour présenter son livre? Oui. Oui, pour l'instant, je pense que c'est un auteur. Oui, je pense que c'est un auteur. Vous croyez encore au Père Noël? Je pense pour l'instant que c'est un auteur qui assure la promotion de son livre. Vous savez, être candidat à l'élection présidentielle, c'est pas une formalité, c'est quelque chose de sérieux. Donc il faut avoir le parrainage de 500 maires, et puis c'est un investissement financier important. Donc il faut qu'Éric Zemmour puisse remplir toutes ces conditions. Donc vous voulez dire qu'il attend jusqu'à la date limite pour pouvoir avoir ces 500 signatures, alors que Marine Le Pen l'a déjà bien entendu. Ensuite, vous savez, Marine Le Pen a démissionné au début du mois de septembre de la présidence du Rassemblement national pour être la candidate de tous les Français. Selon l'expression consacrée, elle veut être la candidate, une femme à la rencontre des Français. Parce que quand on veut être président de la République, ou présidente plus exactement, on a vocation à rassembler, à réconcilier tous les Français. Et je dois avouer que lorsque j'entends Éric Zemmour qui dit qu'il y a trop de Noirs dans l'équipe de France, qui dit que l'islam n'est pas compatible avec la République, que quand on s'appelle Issop, Ali, etc., on doit changer de prénom. Ou même Zemmour, c'est un juif. Hein, qui dit, il ne connaît pas, mais qui dit que Mayotte doit être réintégrée dans l'archipel des Comores. On se demande quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut donner l'indépendance à Mayotte, il veut donner l'indépendance à La Réunion. Mais sinon, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que quand Marine Le Pen dit quelque chose, Zemmour dit c'est lui qui l'a dit avant, et quand Zemmour dit quelque chose, c'est Marine Le Pen qui dit que je l'ai dit avant. Donc ce qui veut dire que tous les deux disent la même chose, mais c'est une guerre entre celui qui va dire en premier. Écoutez, faut pas se tromper de combat, faut pas se tromper d'adversaire. L'adversaire, c'est Emmanuel Macron. Marine Le Pen, elle ne se trompe pas d'adversaire. Alors, monsieur Éric Zemmour, il peut jouer à des jeux de cours de récréation. Je pense que les Français ne seront pas dupes. Madame Le Pen, elle, c'est une candidate sérieuse. Elle fait sa campagne. La campagne, si ça se tient, c'est pour départager les candidats, pour que les Français se fassent une opinion, parce qu'il y a un programme, il y a une posture, il y a une attitude, et les Français vont se rendre assez vite. D'accord. Qui est capable d'être chef d'État et qui est capable d'être un trublion qui fait de l'agitation et de la polémique. D'accord. N'est-ce pas là peut-être divisé dans un premier tour pour mieux régner dans un deuxième tour face à, bien sûr, Emmanuel Macron, par exemple, hein, puisque on sait bien qu'aujourd'hui, Marine Le Pen et Zemmour, c'est pas le grand amour, hein, mais ça risque de le devenir parce qu'ils étaient quand même assez proches auparavant. Hein. Donc, on sait bien qu'aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur aujourd'hui que si, par exemple, ils étaient unis tous les deux, Zemmour,
Marine Le Pen, et ben au deuxième tour, il risquerait de ne pas avoir un Zemmour-Marine Le Pen au deuxième tour. Donc, n'est-ce pas là une stratégie qui a été faite pour essayer de dire chacun on part de son côté au premier tour, hein, et on se réunit au deuxième tour pour pouvoir battre Emmanuel Macron, parce qu'on sait bien que, bon, à La Réunion, il n'y a pas beaucoup de macronistes, mais en France, Emmanuel Macron a un grand public, hein, quand même, hein, parce qu'il suffit de voir les sondages, écoutez, actuellement. Hein, si on suffit que sur le sondage actuellement. Hein, le sondage Oui, porte Emmanuel Macron à 27%, et puis comme vous l'avez très Zemmour justement 16 et dit, 15%. Comme vous hein. l'avez très justement dit, on est à 6 mois de l'élection. Donc Bien sûr. il peut et il va couler beaucoup d'eau sous les ponts d'ici le scrutin du mois d'avril. Ce que vous avez dit appelle plusieurs réflexions de ma part. La première, vous dites Marine Le Pen et Zemmour ont peur. Je pense pas que la peur... Quand il y en a un qui fait 27% et l'autre qui fait 16 et 15, je pense pas que Non. Marine Le Pen soit une personnalité qui soit atteinte par la peur. elle a peur peut-être d'un prochain débat avec Emmanuel Macron, parce qu'on sait bien que le dernier débat qui a été fait entre les deux tours, entre Macron et Marine Le Pen, était quand même très houleux. Hein. C'était il y a 5 ans. Et vous savez, Nietzsche disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Bien sûr. Donc elle est plus forte là, 5 ans plus tard. Elle est plus forte parce qu'au bout de 5 ans, elle a tiré les enseignements de son expérience. Elle a énormément travaillé. Et je pense qu'elle est prête. Elle est prête pour cette campagne. Et elle est prête à assumer les fonctions de chef d'État. Je pense qu'elle est absolument prête. Vous avez dit qu'elle a peur. C'est pas une personnalité qui est atteinte par la peur. Bien au contraire, c'est quelqu'un de volontaire, quelqu'un de courageux. Et par ailleurs, à 6 mois du scrutin, la politique n'étant pas une science exacte, c'est difficile de tirer des plans sur la comète. Mais on comprend Donc, bien une fois qu'actuellement... encore, la campagne, c'est là pour départager les candidats, leurs programmes, et il faut laisser faire la campagne. Et s'agissant du programme, je voudrais dire que pour l'outre-mer qui a été abandonné depuis 15 ans. On n'a pas entendu Marine Le Pen pendant ces 5 ans-là sur l'outre-mer. Enfin, en tout cas, nous ici, on l'a pas trop entendu. Tout à l'heure. Pas trop entendu. Si, au contraire, c'est la seule qui soit intervenue sur l'outre-mer à plusieurs reprises. Alors, peut-être pas... À La Réunion, peut-être à Mayotte, peut-être dans les Antilles, mais pas trop à La Réunion. Peut-être pas beaucoup à La Réunion. Nous, les journalistes ici, on l'a pas trop entendu ici. Hein. Elle est venue, d'ailleurs, je suis venu avec elle à l'occasion des élections européennes. Elle a quand même parlé d'un sujet important et elle a été assez visionnaire puisque c'est le sujet d'actualité aujourd'hui pour toute la France en général et pour La Réunion en particulier et qui sera en tête de son programme présidentiel. Quel pouvoir d'achat ? Le pouvoir d'achat, donc c'est le sujet numéro 1 de son programme présidentiel. Mais c'est discutable ce pouvoir d'achat-là. Il y en a qui, dans l'opposition, de l'autre côté, disent que ce pouvoir d'achat-là est presque impossible. Parce que si vous décidez d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, il va falloir bien le prendre à quelque part. Et on veut prendre ça aux entreprises. Or, les entreprises ont souffert de la crise sanitaire actuellement. Comment on va encore ponctuer sur des entreprises en faisant une hausse du pouvoir d'achat seulement pour... on sait bien que c'est des promesses électorales. On sait bien, mais écoutez, après les mettre en place, si vous me laissez répondre, les mettre en place dans une situation sanitaire actuelle, c'est presque. Si vous me laissez répondre, je vais vous expliquer. Oui, expliquez-moi. D'abord, tout à l'heure, on parlait puisque ici, on est dans la cathédrale de la cuisine. On parlait de Napoléon et du beau Marengo. Marengo qu'on va manger dans un instant. Et pour revenir à Napoléon, il avait un proverbe, il disait « Impossible n'est pas français ». Écoutez, ce que l'on doit donner d'un côté, on le prend de l'autre. Donc nous allons faire des économies sur bien des sujets. Le premier poste sur lequel nous allons faire énormément d'économies, c'est l'immigration. Puisque Marine Le Pen elle a présenté il y a un mois un grand projet de loi sur l'immigration. Et pour être sûr que tout le monde soit d'accord avec elle, elle a prévenu qu'elle allait le soumettre à un référendum. C'est-à-dire que c'est le peuple qui lui dira à elle, présidente de la République, s'il est d'accord. Et si le peuple veut un peu comme un Zemmour Hollande, vous avez entendu parler du Zemmour Hollande, c'est-à-dire un endroit, comme en France, comme au Japon par exemple, où il n'y a plus d'immigrés.
Alors, Mais en France, il y a 8% de chômeurs. Il y a des Français en Laisse-moi France terminer. qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas être éboueurs, qui ne veulent pas travailler dans le bâtiment, qui ne veulent pas travailler dans les cuisines. Si on ne fait pas venir les immigrés, qui va travailler? C'est ces 8% de chômeurs qui sont en France? Est-ce que je peux aller jusqu'au bout Oui, de mon raisonnement? vas-y. Donc elle a présenté ce projet de loi qu'elle va soumettre à référendum. Oui. Donc, où les Français seront d'accord, ou les Français ne seront pas Et d'accord. vous pensez que les Français seront d'accord? Eh ben, nous verra. Mais si les Français sont d'accord, il y aura 4 sujets principaux. La première chose, c'est que l'abolition du droit du sol. Abolition du droit du sol. Oui. Ça veut dire que pour être français, il faut avoir un papa et une maman française. Pas être né en France. Et si on Parce est, que né en, le si on système est du- en France, mais qu'on a un papa et une maman Étranger. australien, Ouais. américain, anglais, Comorien. algérien, malgache, on n'est pas français. On n'est pas français. Pour être français, il faut avoir un papa et une maman français. Ça s'appelle le droit de filiation. Actuellement, la loi dit que si on est né Si en on est en France France, et on qu'on est reste au français. minimum 5 ans en France, y compris ses parents, on peut le devenir. L'enfant devient français et ses parents au bout de 18 ans. Hein, actuellement, c'est comme ça. Mais si, par exemple... Mais il y aura le droit de filiation et ça sera plus comme ça. Oui, Ça sera plus comme ça. La deuxième disposition, c'est que les étrangers n'auront plus droit à rien en termes de prestations sociales. C'est-à-dire que quand les étrangers arrivent ici, on les loge, on les nourrit, on les soigne, on les éduque, mais ils n'auront plus droit à aller à l'hôpital et ils n'auront plus droit aux soins gratuits, ils n'auront plus droit à l'allocation scolaire de rentrée. C'est les immigrés qui creusent le trou de la sécurité sociale. Les immigrés, vous me posiez la question de savoir comment on finançait le pouvoir d'achat. Ça représente à peu près 18 milliards d'euros par an. Ouais. Donc, Il y a entre 300 et 400 000 immigrés qui rentrent en France chaque année. Vous savez, en 1988, Michel Rocard était Premier ministre socialiste de François Mitterrand et il disait « La France ne peut plus accueillir toute la misère du monde ». Alors la France, c'est le pays des droits de l'homme, la France est généreuse, mais ce que disait Michel Rocard en 88 est encore plus vrai aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la misère, aujourd'hui, elle existe en France. Il y a des Français modestes, et il y a des petits boucs à La Réunion, là, à la fin du mois, ils ne connaissent pas comment ils vont finir le mois, parce qu'il leur reste 40, 30, 20 euros, et ils ne connaissent pas quoi ils vont faire avec, s'ils vont mettre de l'essence dans la voiture, s'ils vont consacrer l'argent qui reste à se nourrir, ou si en métropole, parce qu'il y a des Français qui vivent aussi dans la misère en métropole, et comme l'hiver arrive, ils se demandent s'ils vont acheter du fioul pour le chauffage, parce que c'est des gens, ils vivent avec une retraite très modeste, quelques centaines d'euros, ou avec le SMIC, et à la fin du mois, c'est compliqué. Alors... bien sûr que la France est généreuse, bien sûr qu'on est le pays des droits de l'homme, mais on peut plus payer pour tout le monde. Et les nôtres avant les autres, les Français d'abord, les Français d'abord. Et si on a encore les moyens après, on aidera un peu les autres. Mais la priorité maintenant, c'est ça. Et le troisième poste, ça concerne le logement, et notamment le logement social, parce que l'immigré, il arrive, tout de suite, il a un logement. Et nous, on dit, combien il y a de Français qui attendent un logement, et un logement social en particulier. Il y aura la priorité nationale. D'accord. Et le dernier point, c'est le droit d'asile, parce qu'il y a des gens, c'est vrai, qui sont en proie à des persécutions dans leur pays, dans des pays en guerre, etc. Il faut leur donner le droit d'asile. Mais il y a aussi des gens qui trichent. Ils viennent ici en France, ils vont à la préfecture, ils demandent le droit d'asile, et puis si le droit d'asile ne leur est pas accordé, ils restent quand même sur le territoire. Et maintenant, le droit d'asile, il sera délivré à l'étranger, dans les ambassades et les consulats, avant de venir en France. Donc si vous n'avez pas le droit d'asile, vous n'entrez pas en France. D'accord. Monsieur Rougeau, on arrive à la fin de cette émission. Là, moi, je voulais juste vous poser une dernière question qui me trottait dans la tête tout à l'heure, parce qu'on a parlé du pouvoir d'achat des Français, des Réunionnais, parce que de toute façon, les Réunionnais sont des Français. On parle là d'un même pouvoir d'achat. Actuellement, on a vu qu'en métropole et même à La Réunion, le carburant a augmenté, et donc il y a eu polémique puisque le gouvernement a décidé, de lieu de baisser les taxes, de mettre un chèque à 100 € par exemple pour pouvoir compenser cette hausse-là, cette hausse des
des carburants. Marine Le Pen n'était pas d'accord de ce sujet-là. Il préférait peut-être qu'on baisse plutôt les taxes, parce que les taxes sur le carburant est de l'ordre de 68%. Énorme les taxes sur le carburant. La position donc, de Marine Le Pen là-dessus n'a pas changé. C'est préférable de baisser les taxes que de donner un chèque de 100 €. Ça vous paraît pas le bon sens même? Je sais pas. Écoutez, on augmente les taxes et après on fait un chèque aux Français pour qu'ils payent la taxe. Ça ressemble à quoi? Ça s'appelle de la mauvaise gestion. Mais si le carburant monte encore le mois prochain et encore le mois prochain, eh ben, ils donneront encore des chèques, m'y connais pas, mais enfin... Écoutez, et si on nous demande, on baisse les taxes, on va rebaisser encore le mois prochain, on va rebaisser encore le mois d'après? Écoutez, simplement, les Français, ils préfèrent qu'on leur prenne pas d'argent plutôt que d'en recevoir. C'est vrai pour les Français particuliers, c'est vrai pour les entreprises, parce que, et c'est pourquoi Marine Le Pen, elle le développera quand elle viendra. Elle entend avoir un programme pour l'outre-mer électrochoc. Elle veut doper, stimuler l'outre-mer pour que ça redémarre. Parce que l'outre-mer va très mal. L'outre-mer est oublié, abandonné depuis 15 ans. Donc, elle n'entend pas réinventer l'eau chaude, elle va revenir à des méthodes qui ont fait leurs preuves, à savoir la loi de défiscalisation, loi Ponce, et la loi d'exonération de charges pour les entreprises, loi Perben. Parce que, une fois encore, les entreprises préfèrent qu'on ne leur prenne pas d'argent plutôt qu'on leur en donne. Parce que avec cet argent qu'ils gardent, ça leur permet d'embaucher. Ça leur permet d'embaucher un ou deux commis. Mais on sait bien qu'avec la loi Ponce et la loi Perben, il y en a beaucoup qui a profité de tout ça. Alors, et surtout des chefs d'entreprise qui ont profité de tout ça. C'est pour ça que ça a été arrêté. Alors je suis d'accord, c'est ce que l'on a appelé les effets pervers de la défiscalisation. C'est la raison pour laquelle elle a prévu, parce que il faut avoir un grand projet pour l'outre-mer. Elle a prévu d'avoir un programme à court, moyen et long terme. Et dans cette perspective, la loi sera révisable tous les 3 ans pour éviter ces effets pervers. Ça sera révisable et l'agrément sera délivré par un collège de façon à éviter tous les dérapages. D'accord. Merci beaucoup, monsieur André. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On va manger notre poulet maringot. Maringot. Alors, c'est très rare ici sur Canal Austral où on fait de la cuisine française comme ça, mais là, avec Gilda qui était là, Gilda qui est de l'autre côté. C'est un mélange de cuisine oreilles et de Milly. Non, elle a décidé de respecter à la lettre et de cuisine les ingrédients. Il y a un massalé elle n'a pas rajouté de coton Milly dans son caribichique. En tout cas, elle a décidé de respecter à la lettre et on va manger ça un petit peu en hommage à ce grand Français qui était... la bataille de Maringot qui a eu lieu pendant la campagne d'Italie, c'était le général Bonaparte. Il avait passé le col du Petit Saint-Bernard avec dans la neige, les canons à dos, et c'était un exploit militaire. Et quand il est arrivé en France, il a dit « Je veux mon poulet maringot ». Au débouché de la vallée du Pô en Italie, il y a eu le choc de la bataille Maringot, une grande victoire qui a débouché ensuite sur Rivoli, Arcole, etc. En tout cas, on sait qu'il a bien fêté toutes ses victoires. En tout cas, ça c'est sûr. À Versailles, par exemple, à Moët-et-Chandon aussi, parce qu'il aimait bien éperler pour son Moët-et-Chandon. C'est pour ça que toutes les bouteilles de champagne portent le mot impérial en dessous en hommage à Napoléon Bonaparte. Je vais assez souvent en Italie. Et c'est assez étonnant de voir que Napoléon y est resté assez populaire. Il y a le palais Bonaparte à Venise. Bien sûr, j'y étais la semaine dernière en Italie d'ailleurs. Merci beaucoup, on va manger. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois quand vous passez ici. Je sais que vous aimez la Réunion de toute façon. Toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup. André Rouget, député européen qu'on a eu aujourd'hui sur Canal Austral et qu'on aimera encore la prochaine fois recevoir ici. En tout cas, nous vous remercions. On se donne rendez-vous la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.